Pourquoi l'objectif de 100 milliards de dollars pour plus de 100 millions d'habitants n'est pas délirant, mais c'est un calcul atteignable? D'abord parce que c'est une promesse du chef de l'État. À l'époque, il fait la campagne pour la première fois et il fait une promesse. Et il dit, si je fais 2 mandats, à la sortie du 2e mandat, mon budget devrait être aux alentours de 98 milliards de dollars. Mais les économistes n'y ont pas fait attention. Regardez l'oufou. La pression, c'est de l'Angola vers la RDC, et jamais l'inverse. Regardez le comportement politique. C'est toujours des Congolais qu'on chasse en Angola et jamais des Angolais qu'on chasse de la RDC. Cela indique le sens osmotique de la finance. Ça montre d'où vient le froid et d'où vient la chaleur. Ça montre d'où vient la pauvreté et d'où vient ce que l'on peut considérer comme la prospérité. La situation de la RDC, 2 345 000 km², 100 millions de personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir un budget de 18 milliards de dollars. C'est ce qui justifie notre incapacité à rendre les services de base. À un moment donné, il faut juste qu'on ait le courage de se donner des repères. Et à mon avis, le premier repère, je trouve être l'Angola, parce que c'est le pays éventuellement le plus dangereux pour nous. Imaginez une avancée de la RDC vers cet idéal de, disons, 100 milliards pour 100 millions d'habitants. Si on doit en prendre 3, quels seraient les indicateurs à surveiller de près? Le premier indicateur, c'est le... Si un pays comme l'Angola, de 38 millions d'habitants, finance un budget de près de 38 milliards de dollars, et en RDC, avec une population de plus de 100 millions d'habitants, avec un budget de 18 milliards de dollars, est-ce que si on imaginait 100 milliards de dollars pour 100 millions d'habitants, ce serait une idée délirante ou c'est une réalité? Bienvenue dans Bani Talks, votre podcast où on parle de business, d'entrepreneuriat et d'investissement. Sans filtre et sans détour, avec un focus assumé sur la RDC et sur l'Afrique. Aujourd'hui, on va discuter avec M. Al Kitenge, qui est économiste et stratège. Nous allons parler des budgets, nous allons parler de la RDC. Et sur ces questions, je veux aller très vite parce que c'est une discussion qui me brûle aux lèvres. Monsieur Al, bienvenue. Merci beaucoup, Bani. Monsieur Al, pour commencer, la RDC compte, on parle maintenant de plus de 100 millions d'habitants. Les budgets de 2025, c'est autour de 18 milliards de dollars. Pourquoi l'objectif de 100 milliards de dollars pour plus de 100 millions d'habitants n'est pas délirant, mais c'est un calcul atteignable? D'abord parce que c'est une promesse du chef de l'État. À l'époque, il fait la campagne pour la première fois et il fait une promesse. Et il dit, si je fais 2 mandats, à la sortie du 2e mandat, mon budget devrait être aux alentours de 98 milliards de dollars. Mais les économistes n'y ont pas fait attention. Mais ce n'est pas ça le débat aujourd'hui. Le débat, c'est l'Angola et la RDC. Vous savez, l'Angola, c'est un territoire 2 fois plus petit que la RDC. Et j'insiste, 2 fois plus petit que la RDC. C'est 38 millions de personnes, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est 38 milliards de dollars. Nous avons 9 voisins. Et notre meilleur ami parmi nos voisins, c'est visiblement l'Angola. Imaginez un seul instant que nous nous fâchions contre l'Angola et que celui-ci décide de s'en prendre à nous. La RDC n'a pas du tout les moyens ni de se défendre, ni de résister. L'une des raisons tout à fait simples, c'est que l'Angola a les moyens nécessaires pour être en mesure d'agir. Alors, moi je pose une simple question. Comment pouvons-nous espérer rester dans cette situation et ne pas agir de manière intensive? Parce que regardez l'oufou. La pression, c'est de l'Angola vers la RDC, et jamais l'inverse. Regardez le comportement politique. C'est toujours des Congolais qu'on chasse en Angola, et jamais les Angolais qu'on chasse de la RDC. Cela indique le sens osmotique de la finance. Ça montre d'où vient le froid et d'où vient la chaleur. Ça montre d'où vient la pauvreté et d'où vient ce que l'on peut considérer comme la prospérité. Mais je voudrais vous rappeler que l'Angola est un pays pauvre.
Mais seulement, si nous désirons être moins pauvres, autant pauvres que l'Angola, on doit quand même quitter la précarité, la situation de la RDC. 2 345 000 km², 100 millions de personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir un budget de 18 milliards de dollars. C'est ce qui justifie notre incapacité à rendre les services de base. À un moment donné, il faut juste qu'on ait le courage de se donner des repères. Et à mon avis, le premier repère se trouve être l'Angola, parce que c'est le pays éventuellement le plus dangereux pour nous. Alors, ce que vous venez de dire est à la fois très intéressant, mais un peu révoltant. Mais voilà, imaginons un peu en termes de solutions. Si on devrait imaginer une avancée de la RDC vers cet idéal de, disons, 100 milliards pour 100 millions d'habitants, quels seraient les indicateurs? Si on doit en prendre 3, quels seraient les indicateurs à surveiller de près? Le premier indicateur, c'est le PIB par tête d'habitant, qui détermine en fait le travail que chaque citoyen fait de manière formelle, reconnue, et qui est capté par la République démocratique du Congo. Notre PIB est trop faible, justement, parce que finalement, le budget, c'est le PIB sur lequel on applique une certaine pression fiscale. Ça veut dire l'État capte. Chez nous, c'est que l'État capte très peu, sur très peu d'activités, pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que la grande partie de notre activité économique est dans l'informel. La deuxième partie, c'est que l'activité économique sur laquelle l'État a un œil est essentiellement un milieu urbain. Et le milieu urbain ne représente que 20% de notre population. Et donc, nous avons une équation qui, dès le départ, est une erreur fatale. Et pourtant, encore une fois, le chef de l'État s'attaque à la solution et dit « Je voudrais aller au développement à la base, le PDL 145 ». Sauf que le pays et tous ses organes ne s'organisent pas pour aller dans les PDL 145. Toute notre activité est essentiellement urbaine. Et là-dessus, le chef de l'État nous rappelle encore, il dit « Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Elles sont toutes en milieu rural et nous sommes tous campés en milieu urbain. Nous sommes un pays éminemment minier, mais toutes nos réserves minières sont dans les milieux ruraux. Et donc, on ne s'est jamais réorganisé pour aller à la rencontre de nos défis. Et très malheureusement, c'est lié à quelque chose d'assez simple. Nous n'avons aucun plan pour le faire. Ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a 2 autres indicateurs qui peuvent appuyer cet indicateur du PIB par habitant? Ah oui, bien sûr, c'est le chômage. En fait, dans notre pays, la quasi entière population est en chômage, si pas véritable, mais déguisé. Aujourd'hui, notre plus grande activité économique, c'est l'agriculture, mais nous n'avons aucune économie de l'agriculture. Nous faisons de l'agriculture de subsistance, alors que ça devrait être le moteur de notre développement. C'est le secteur économique qui, en réalité, utilise ou emploie le plus de personnes. Il y a un autre facteur, et il est tout à fait clair. Il n'y a aucun pays qui se développe sans suffisamment d'énergie. Et d'ailleurs, pour vérifier la véracité d'une économie, on regarde la quantité de kilowattheures consommés par tête d'habitant, qui est en fait l'équivalent du PIB par tête d'habitant. Ça veut dire qu'en fait, plus vous consommez de l'énergie, plus vous avez de l'industrie, plus vous avez de l'économie. Et c'est pour ça que nous, malheureusement, dans des secteurs comme l'agriculture, on cultive pour manger. Alors que des pays comme la Chine, comme les États-Unis, comme le Canada, cultivent pour transformer, pour être en mesure d'aller dans des chaînes de valeur beaucoup plus élevées et être en mesure réellement de créer des emplois et distribuer la prospérité. Parce qu'on s'inspire un peu de l'Angola. Quelles sont les 2 à 3 pratiques que l'Angola utilise, que nous pouvons utiliser également, ou desquelles on peut s'inspirer? L'Angola, après la guerre, a décidé d'utiliser les ressources pétrolières comme levier de leur transformation. Et l'Angola a investi pratiquement la quasi-totalité des ressources pétrolières dans les infrastructures, mais également dans la diversification de leur économie. Et en fait, ils se sont décidés de ne pas considérer la manne pétrolière comme une manne éternelle. Nous, on a plus que le pétrole, parce que nous le partageons avec l'Angola et avec l'Ouganda, et nous avons des réserves internes, mais nous avons des produits miniers à profusion, et nous avons des potentiels hydroélectriques à perdre le contrôle. Mais le drame, c'est que nous n'avons pas un plan d'utilisation de tout ça qui soit cohérent, prévisible,
pour les 30 prochaines années pour que un président qui arrive dise « Moi, sur ce qui est prévu pour la République, dans mes 5 premières années, je fais ceci, et si je reste 5 prochaines années, je ferai encore cela. » Nous sommes un petit peu dans ce que moi je considère comme étant un terrain non organisé, et ça, c'est la chose qui contribue au fait que notre performance soit très faible. Et si on regardait l'Angola, à quel moment l'Angola était dans notre état, dans notre situation? Pendant la guerre. Et ça, on parle des années... Ah oui, il y a une trentaine d'années. Et l'Angola en est sorti. Vous savez, à l'époque où le pétrole était à des taux beaucoup plus élevés, l'Angola était beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui. Et en fait, ils n'avaient pas vu venir la chute du taux du baril, et ils en ont payé le prix de manière très forte. Et aujourd'hui, l'Angola se relève, mais se relève avec une fulgurance remarquable. L'Angola n'hésite pas d'emprunter. Vous savez, 50% du budget angolais est fait d'emprunts. 50% de ces 50%, c'est des emprunts à l'international. 50% de ces 50%, donc comme je disais, c'est des emprunts sur le marché domestique. En fait, l'Angola emprunte pour investir dans son économie. Et ceci tourne de manière tout à fait cyclique. Je crois simplement que nous devrons avoir la capacité de dire où nous voulons aller. Ça donnera à tout le monde une visibilité de ce que nous désirons faire. Et je voudrais juste insister sur le fait que c'est extrêmement risquant de rester aussi fragile que nous le sommes. Et donc, encore une fois, notre ami l'Angola, si jamais un jour il se fâchait, ça nous coûtera plus cher qu'avec le Rwanda. Et donc, mon point de vue, c'est que nous avons l'obligation de trouver notre chemin critique pour faire un quantum leap, un saut de lion. Notre pays en a les moyens. Il suffit de faire 2 choses. La première, c'est de nous assurer que nous avons une économie florissante sur toute l'étendue de la République. Ça veut dire que la contribution de chaque province doit être mesurable. La deuxième, c'est que nous devons être en mesure de faire de l'économie dans tous les secteurs. À votre avis, où est-ce que nous perdons les plus des recettes? Dans le désordre. Dans le manque de planification. Par exemple, nous sommes un pays éminemment minier, mais nous n'avons pas d'énergie pour faire les mines. Ça, n'importe quel planificateur moyen devrait le savoir et devrait décider où est-ce qu'il met les premiers efforts pour faire avancer le reste. Deuxième, nous n'avons pas d'infrastructure pour assurer une mobilité crédible et compétitive. Tout le monde aurait bien pu savoir que dans le monde entier, les autoroutes et les chemins de fer sont aujourd'hui des biens tout à fait cessibles. Ça veut dire qu'en fait, on peut aller en BOT, Build, Operate and Transfer. Ça veut dire qu'on peut utiliser l'argent des autres. Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons le FOMIN, qui est un fonds minier pour les générations futures. Mais tous les détenteurs de fonds dans le monde entier ont aussi en parallèle une entité d'investissement. Nous avons aujourd'hui la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale pour les employés de l'État. Mais ces 2 détenteurs de fonds devraient avoir à côté des institutions pour le financement. Et je crois que l'absence de la culture de l'investissement provoque la pauvreté cyclique. Et donc, il y a un besoin de regard, un besoin de pensée collective qui puisse en réalité nous permettre de dire dans quelle direction on voudrait aller. On doit absolument arrêter de coller le développement à des individus, furent-ils présidents de la République. Ce n'est pas responsable. Une personne ne peut pas être responsable de tout le développement d'un pays. Il faut être en mesure, indépendamment des personnes qui animent les institutions aujourd'hui, de planifier le pays. Déjà, pour comprendre la distance qui nous sépare de notre objectif, d'où vient l'argent de l'État? Très simple. L'argent de l'État vient de la contribution des citoyens, qui sont en fait des travailleurs. C'est pour ça que tous les pays du monde investissent beaucoup d'argent dans la santé et dans l'éducation pour avoir des citoyens compétitifs, capables de travailler. Et là-dessus, notre pays fait d'énormes progrès, mais les résultats ne sont pas alignés aujourd'hui. Tout le travail que les chefs de l'État est en train de faire aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle, les résultats, c'est dans 15 ans. Mais ça, il faut continuer à le faire. En parallèle, il faut être en mesure de trouver les moyens pour être en mesure de pouvoir investir dans la création du travail. La création du travail, c'est les chaînes de valeur, c'est les investissements. Et plus on investit, plus les gens travaillent, plus on peut capter de l'argent pour le budget. Et on a 2 sources. La première, c'est les individus, c'est ce qu'on appelle l'impôt individuel.
l'impôt des personnes. Et dans tous les pays du monde, ça représente entre 50 et 60%. Mais pour ça, il faut que les gens travaillent formellement. Deuxième, c'est l'impôt sur la consommation. La TVA, par exemple, elle-même, dans certains pays, représente entre 20 et 25%. Et il y a le mauvais impôt, celui que l'on a sur les entreprises. Et dans des pays comme le nôtre, il est très important. Ça veut dire qu'en fait, on étouffe la poule aux œufs d'or. Le logiciel n'est pas en place. Et dans les pays structurés, ce n'est pas là-bas que l'État va chercher de l'argent. Là-bas, l'État saisit très peu parce qu'en réalité, ces entreprises créent des emplois et c'est sur les emplois que l'État capte les moyens nécessaires pour être en mesure de le réinjecter dans la population. Et dans ces pays qui ont cette configuration, 50 à 60% de l'argent de l'État est investi sur les personnes. C'est give and take. Il y a ce qu'on appelle un contrat social. Le PIB est un indicateur aussi très, très important. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce qu'on devrait faire pour accroître ce PIB? Est-ce que ça garantit également la croissance de notre budget? Absolument. Le PIB sur lequel on applique une pression fiscale détermine les revenus de l'État. Ça veut dire qu'on a deux choses qu'il faut faire. La première, c'est d'être efficace du point de vue de la capacité de l'État à saisir l'économie nationale. Ça, c'est la question de l'organisation administrative. Il faut digitaliser l'État. OK? Deuxième, il faut accroître l'assiette. Pour accroître l'assiette, il faut des investissements. Et je disais tout à l'heure, il faut investir sur toute l'étendue de la République et il faut investir dans tous les secteurs économiques. Et il n'y a pas deux autres manières de faire les choses. C'est la seule façon de faire les choses. C'est l'activité économique d'un pays qui détermine le volume de son PIB, qui détermine donc, s'il est efficace, sa capacité à pouvoir capter de l'argent sur ce volume d'activité pour être en mesure de mettre de l'argent dans la caisse de l'État et que celui-ci soit en mesure de le réutiliser pour être en mesure de donner du service aux citoyens. C'est un véritable contrat de ce qu'on appelle un cercle vicieux, plutôt vertueux et pas un cercle vicieux. Vous avez également parlé de la formalisation. Beaucoup de business ou beaucoup d'affaires sont en informel. Et pour aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de contrat entre l'État et les citoyens. Mais alors, est-ce qu'il faut, voilà, parce qu'aujourd'hui, pour amener à formaliser tous ces business, on essaye de les amadouer un peu avec des réductions fiscales. Est-ce que cela n'est pas à la fois en train de réduire cette assiette fiscale? Je crois qu'il y a un premier pas qu'il faut faire. C'est d'engager un véritable débat de société sur des questions économiques. On a toujours des débats politiques, mais il faut les mettre de côté et engager un débat sur les questions économiques. Comment voulons-nous vivre? Qu'est-ce que nous attendons de l'État et qu'est-ce que l'État donne aux citoyens? À partir de ce moment-là, les gens comprendront l'intérêt d'être dans le secteur formel. Parce qu'en contrepartie, l'État vous donne, par exemple, la couverture santé universelle, mais il faut bien la financer quelque part. L'État vous donne la gratuité de l'enseignement et dans beaucoup de pays, l'enseignement gratuit va jusqu'à 18 ans. Dans d'autres pays, il y a même des prêts pour qu'on soit en mesure de faire des études universitaires. Mais en contrepartie, il faut que l'État s'organise pour être en mesure de dire si vous avez étudié et j'ai financé les études, quand vous terminez, j'ai créé un environnement qui vous donne des emplois pour que vous soyez en mesure de payer les taxes. C'est cette chaîne qui n'est pas complète. Et il est important qu'à un moment donné, on arrête de discuter politique et qu'on discute économie, finance et sociale. Quel est votre point de vue sur la Startup Act? Excellente idée. Encore une fois, une de ces réformes que le chef de l'État pousse au grand maximum, mais elle traîne à porter des résultats. Pour une simple raison, aussi bien que le FOGEC et l'ANADEC et d'autres organes qui ont été mis en place, notre capacité à les mettre en opération de manière totale est très faible. C'est pour ça, par exemple, que jusqu'aujourd'hui, un certain nombre de mesures d'application ne sont toujours pas en place et c'est toujours ça qui fait que nous ne soyons pas en mesure d'avoir tous les résultats qu'il faut. Nous sommes dans un pays assez bizarre. Le temps moyen pour qu'une réforme se mette en place est aux alentours de 14 ans. En 14 ans, on a changé le pouvoir 3 fois. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre capacité d'exécution est si faible. Très bien. Alors, vous avez également dit que l'Angola, 50% de la moitié de son budget vient de l'emprunt. Est-ce que notre score, la RDC, nous permet d'emprunter autant? Nous pouvons emprunter autant d'argent que nous voulons, à une seule condition, que nous soyons en mesure de le rembourser à temps.
Et pour ça, il y a deux conditions. La première, c'est l'engagement de l'État à devenir une entité crédible aux yeux des prêteurs. Exactement. Deuxième, c'est de ne pas consommer cet argent, mais de l'investir. Et aujourd'hui, investir, ça peut vouloir dire deux choses. C'est l'entrepreneuriat de l'État en tant qu'investisseur, mais c'est aussi la capacité de l'État à s'associer avec des privés pour que, en partenariat public-privé, un certain nombre d'ouvrages, un certain nombre d'activités économiques intensives soient réalisés. Alors, le budget, il est voté, les projets de loi sur le budget votés tous les ans. Si on devait imaginer un roadmap de 12 prochains mois pour nous permettre à ce que peut-être que dans un an, qu'on imagine atteindre cet objectif d'avoir 100 millions pour 100 millions d'habitants, 100 milliards de dollars. Quel est le roadmap que vous proposeriez? La première étape qu'il faut, c'est d'écouter déjà le nouveau ministre du Budget qui promet un doublement des recettes. Il faut comprendre sa stratégie. La deuxième, c'est de responsabiliser les différents gouverneurs en leur disant « Nous devons être en mesure de calculer le PIB provincial par province. Nous devons être en mesure de nous rendre compte que chaque province est mise au travail. » Et je vais vous donner une illustration simple. Kinshasa, c'est la même population que le Sénégal. Ça s'entend qu'en fait, quelqu'un comme notre gouverneur devrait se dire « J'ai la taille sociologique d'un pays comme le Sénégal. Comment je fais pour atteindre les 7 à 8 milliards de dollars de budget du Sénégal ?» De la même manière, un président, plutôt un gouverneur du Kasaï oriental a plus ou moins la même taille que le Gabon. Il devrait se dire comment je fais pour considérer cet espace comme étant un espace de développement. Quelle est ma stratégie minière? Quelle est ma stratégie agricole? Pour être en mesure d'avoir des provinces compétitives. Et je répète, si nous avons des provinces compétitives et qu'elles sont compétitives dans tous les secteurs, nous allons avoir un véritable chantier dans ce pays. Et c'est un chantier du travail. Et le jour où nous mettons le travail au niveau le plus élevé des priorités, ça marchera. Et donc le roadmap, c'est de responsabiliser dans un premier temps les provinces, responsabiliser les ministères sectoriels, moderniser l'État et investir. Est-ce que la décentralisation nous aide à atteindre cet objectif? Devrait absolument nous aider. Mais nous avons très malheureusement une situation où les gouverneurs se comportent comme des gens qui attendent tout de Kinshasa. Et ça, ce n'est pas une très bonne attitude. Et mon point de vue, c'est que le chef de l'État devrait les mettre en compétition pour leur dire « Sortez-nous les plans de développement provinciaux qui nous permettront d'espérer que vous allez créer des emplois, que vous allez créer des entreprises et que vous allez faire avancer les espaces dans lesquels vous êtes. » Je vous disais tout à l'heure que sociologiquement parlant, le Sénégal et Kinshasa, c'est exactement la même chose. Quel serait l'engagement public? C'est-à-dire que là, je vois maintenant la population sans attendre des dirigeants. Qu'est-ce que l'engagement public, à quoi ça devrait ressembler? Le civisme. Être sérieux, jouer son rôle de citoyen, exiger de l'État les performances, mais être soi-même prêt à répondre aux besoins de performance collectifs. Le drame dans notre pays, c'est que chacun veut considérer qu'il peut résoudre ses problèmes tout seul. La chose la plus importante, c'est l'écosystème. Et le jour où l'écosystème est comme celui de New York, le Congolais peut devenir performant. Regardez le temps qu'un entrepreneur perd pour créer une société. Regardez le temps qu'un entrepreneur perd plutôt pour payer ses taxes. Et c'est toutes ces choses qui déterminent comment cet écosystème peut être changé pour être en mesure d'être compétitif. Qu'est-ce que la digitalisation pourrait ajouter ou pourrait dans cette intervention? La digitalisation nous donnera l'intelligence de comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Je vais vous donner un exemple simple. Vodacom est plus au courant que l'État sur où se trouve l'argent dans ce pays, parce que les revenus de Vodacom sont mappés. Vodacom, c'est dire, à Massina, aujourd'hui, on a autant de personnes qui ont acheté, ils ont acheté tel bien à tel prix et mon revenu global est de... Et Vodacom a en temps réel la capacité de savoir qu'à telle période, mes recettes montent ou descendent. Chez nous, on est encore sur le papier. L'État n'est pas suffisamment informé. Et sans information, il est très difficile de faire de la planification stratégique. Et si en plus on ajoute l'intelligence artificielle, elle nous donne les moyens de pouvoir anticiper sur ce qu'il faut faire pour être en mesure d'atteindre les bons résultats. Et je crois qu'un pays
qui s'approprient les nouvelles technologies, qui s'approprient aujourd'hui l'intelligence artificielle dans tous les domaines, a la capacité de pouvoir avancer rapidement. Je souhaite que ce soit le cas de mon pays. Quel gap quel trou on devait fermer si on voulait vraiment voir les choses évoluer dans ces sens-là? Le trou de la fraude et du détournement. Et la digitalisation est véritablement la réponse. Un professeur d'économie qui s'appelle Mukoko Samba, qui souhaite notre ministre de l'économie, a dit un jour à l'époque, il était ministre du budget, que le coulage de recettes était faramineux et honteux. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Et cette responsabilité, elle est partagée? Bien sûr, le premier responsable de ça, c'est le citoyen, parce qu'il est le plus grand perdant de la fraude. Et pourtant, elle se passe devant lui et il est responsable, direct ou indirect. Alors déjà qu'on comprend que nous pouvons être capables d'arriver, ça veut dire que les 100 milliards n'est pas simplement un rêve, c'est un rêve qui peut être atteignable. Les 100 milliards, pour être clair pour vous, c'est pour atteindre le même niveau de pauvreté que l'Angola. Ce n'est pas une performance. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, si on s'organise juste un petit peu pour être aussi inefficace que l'Angola, nous devons être à 100 milliards de dollars. Et à part le prêt, qui est une de voies, si on doit vraiment maximiser les recettes, quels seraient les leviers sur lesquels l'État aurait pour amener les informels dans la formalisation et permettre à ce qu'on puisse accroître cette assiette-là? Déjà, le fait de pouvoir organiser des services publics de qualité attirera, si on en fait une condition, la plupart d'opérateurs économiques, petits, moyens et grands, vers une formalisation. Il y a des pays qui ont utilisé Covid pour formaliser les activités économiques. Je me souviens du Maroc qui a dit « Ah oui, vous êtes un petit commerçant, vous êtes un dispensaire et autres, nous voulons vous aider. » Mais pour que nous vous aidions, il faudrait que vous vous enregistriez pour que vous soyez en mesure d'être éligible. Et donc, les incitatifs sont tout à fait disponibles pour être en mesure de pouvoir attirer dans la sphère formelle les activités économiques qui sont dans l'informel. Et on a toujours l'impression que ce sont des petits qui sont dans l'informel. Non, il y a beaucoup de grandes entités qui sont dans l'informel. Ah oui. Regardez dans le cadre de la musique, toutes nos stars, elles évoluent carrément dans le secteur informel. Nos danseuses qui voyagent à travers le monde et qui achètent des voitures, qui achètent des maisons, évoluent en grande partie dans le secteur informel. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être en mesure d'évoluer dans tous les secteurs. Et je crois que si on en fait un défi national, on crée un label de la nation entrepreneur à RDC, on consacre nos efforts à créer des entreprises pour créer des emplois et qu'on délègue cette responsabilité au niveau de chaque province au niveau de chaque commune, et que tout le monde se mobilise pour être en mesure de structurer, créer l'activité économique, qu'elle soit publique ou privée, notre mental va changer. Aujourd'hui, le rêve de n'importe quelle personne, c'est d'aller en politique, c'est là-bas qu'on peut avoir de l'argent facile. Il faut changer de mindset. Un dernier mot pour tous les acteurs qui sont impliqués, parce que là je vois l'État, mais je vois aussi la population. C'est tout à fait possible. Il faut s'organiser et l'organisation s'appelle un plan stratégique. Voilà. Vous l'avez compris. Merci, M. Al, pour cet échange. C'est à mon tour, merci. Voilà, vous l'avez compris. Le devoir, il est de tous les côtés. Et en tant que citoyen, il est de notre empreinte de faire ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. 100 milliards n'est pas simplement un objectif, mais c'est quelque chose que nous pouvons atteindre. Et ici, nous avons rapproché la RDC à l'Angola, pas comme un idéal, mais comme un exemple d'un voisin avec qui nous partageons presque les mêmes réalités, mais que ce ne soit pas pour nous un rêve que nous pouvons atteindre, mais que nous pouvons dépasser. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Restez connectés sur Bani Talks et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour que nous puissions avoir de très bonnes discussions et toujours aller plus loin dans ce que nous vous partageons. Partagez, commentez, dites-nous ce que vous voulez entendre, quel sujet vous voulez qu'on débatte. À très bientôt sur Bani Talks et on reste connectés. Bye bye.